La noblesse de la boue, chapitre 1. Il a encore plu hier soir. Le ciel uniformément clair laisse présager une belle journée. Mais les promesses lumineuses d'un ciel estival dans cette contrée ne valent rien. Sans cause ni formalité, il vous gâte ou vous menace au gré de son humeur. En contrebas, la canche, pressée, roule à grande vitesse, tonitruante et folle, tel un animal perdu cherchant inlassablement son chemin. Ses eaux froides et claires bouillonnent à travers les prés et les roches. Elle est toute jeune encore. La terre repue roule ses verdures à l'infini. Ses nombreux reliefs forment des courbes magnifiques de mottes grasses, douces et rassurantes, presque maternelles. Les prairies découpées de murets de pierres sombres semblent même avoir été teintées durant la nuit. À travers les carreaux de l'office, Dominique contemple ce petit carré, ce confetti d'univers, comme filtré par la transparence d'un papier cristal de sucre d'orge. Ainsi maquillés d'un rayonnement biblique, quasi divin, les reliefs, à l'horizon inaccessibles et sauvages, se barrent de couleurs inhabituelles. Toutes les nuances de vert représentées ici se fondent. Le vert est brun dessous les arbres. Il est doré au loin, caressant un champ de céréales, et même bleu, ici, juste en bas, dans la mare à grenouilles. La jeune Barmède n'est pas d'ici, elle appartient à un autre écrin de verdure, une autre luminosité, une autre dimension, à la fois lointaine et familière. Elle communie en parfaite harmonie avec ce paysage neutre. Au comptoir, par contraste, elle retrouve d'autres verres, à moitié vides ou à moitié pleins, sombres et profonds, éloquemment complices ou complices d'autodestruction. Étrangement protégée derrière un écran de fumée au milieu du tumulte, elle se laisse bercer, apaisée. Mais ce matin, alors que depuis 2 années déjà, elle contemple inlassablement ce même panorama, sous cette même perspective, un sentiment nouveau la trouble. La jeune fille s'est levée avec l'entrain et l'énergie qui la caractérise. On apprécie son dynamisme, sa vivacité d'esprit, sa disponibilité. Au réveil, tout allait donc bien. Il a fallu que cette sorcière de Jeanne Rive, une fois de plus, lui arrache des mains son bol de thé. Jeanne Rive, d'une maigreur de mécanique grinçante, bête à pleurer, est une femme de chambre adepte de la voyance. Le matin, alors que tout le personnel déjeune à l'office, il n'est pas rare qu'elle fasse bénéficier son entourage de ce don hérité de famille. Avec acharnement, elle ramène sa science, une connaissance divinatoire toute particulière qui l'autorise à dévoiler publiquement votre avenir, et ceci par la lecture des résidus de thé au fond de votre tasse. Ces feuilles de thé pliées, croisées, sectionnées, forment une calligraphie mystérieuse, insoupçonnée. Ce savoir nul n'en doute nécessite moins d'études que d'effronteries. Il faut une bonne dose de culot pour oser faire ces sottes spéculations, qu'elle est d'ailleurs seule à tenir pour certitude. Ne dit-on pas qu'il n'est pire aveugle que celui qui refuse de voir ? Dans le cas de Jeanne Rive, le terme adapté serait plutôt qu'il n'est plus extra-lucide que celui qui veut voir. En effet, même s'il n'y avait rien au fond de ce bol, Jeanne verrait. C'est précisément ce qui la différencie du commun des mortels. Dominique fut élue ce matin. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de protester, elle s'est vue dessaisie de son bol. Il ne restait plus qu'à attendre le récit des oracles de l'illuminé. Tournant et retournant l'objet innocent, la mégère, nez plissé, souffle profond, finit par afficher une moue inquiétante. Se donnant un air supérieur, elle prend du recul sur sa chaise et déclare enfin avoir distingué, à force de concentration,
2 formes inquiétantes. Une seule n'aurait pas suffi. Un chien et un serpent. Il faut être doté d'une étrange vision pour reconnaître un animal, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs parmi les particules de thé. Dominique, agacé, se dit que ce que Jeanne n'a pas reçu en grâce, elle l'aura eu par compensation en imagination. Ce chien en question au fond du bol vide prophétise avec amertume la détestable rouquine, annonce, forcément, du malheur, du sang, une tragédie, une hécatombe. Quant au serpent, ce n'est pas bon non plus. Ben voyons, le reptile couvrant le chien représente par cette association maléfique la pire des combinaisons. Il faut s'attendre à un changement, un bouleversement radical. Fin de citation. Elle est assommante. On a beau ne pas accorder de crédit à ces prédictions négatives, elles peuvent cependant parfois vous saper le moral. C'est précisément ce matin le cas de Dominique. Elle est cependant sereine, car même si la machine à prophétiser de la mégère s'était détraquée et confondait maintenant les souvenirs et le futur, Jeanne ne saurait pas en interpréter les données. L'affaire qui préoccupe Dominique est lointaine, dans l'espace et dans le temps. Et ce n'est pas cet illuminé de pacotille qui percera son lourd secret. Il arrive que parfois, dans ces moments-là, quitte à s'attirer les foudres de leur aîné, quelqu'un lâche une boutade, comme pour conjurer le sort. Nul n'est intervenu cette fois. Un silence pesant, une singulière sensation de terrain mouvant s'est installée, pouvant prouver le peu d'intérêt porté aux divagations de cette vieille femme amère, ou, au contraire, confirmer les craintes partagées. Ils sont absents, tous partis ailleurs, songeurs. Certainement que la formule magique « bouleversement, changement radical » aura chauffé les imaginations. C'est un rêve d'enfant, de marin, de prisonnier. Partir, rompre la monotonie, changer de décor. Tout risquer pour un autre jeu, rendre ses cartes. Dominique, comme les autres, est loin. Son esprit erre déjà par-delà l'horizon, ayant même oublié un bref instant que cette prophétie la concerne personnellement. Jeanne n'a jamais soupçonné la cause réelle de l'arrivée de Dominique. Son secret est profondément enfoui. Elle ne craint plus à présent d'être démasquée. Qui croirait au pouvoir d'interprétation des feuilles de thé ? Or, il n'est pas loin le fait divers que tous secrètement espèrent et redoutent, qui va leur donner l'impression de vivre quelque chose de différent. Non, il n'est pas loin. Il surgit de la porte battante de l'office, celle-ci poussée par toute la vigueur et l'énergie de Jean-Paul, le fils Allens. Ce dernier a grandi trop vite, il a la stature d'un adolescent, mais le comportement d'un enfant de 8 ans. Gambadant, courant, gloussant, sautillant. Il gêne par ses nombreuses maladresses, il embarrasse. Mais il vaut mieux cependant l'avoir à la bonne. Malgré tout, il n'est pas mauvais bougre. Tout le monde l'aime bien. Le voici donc qui apparaît, essoufflé, dans l'embrasure de la porte, comme un diable surgissant de sa boîte, sans aucun ménagement. Il crie à qui veut l'entendre. « Lady Anna est morte !» Et le voilà reparti, ricanant en malin sans plus d'explication. Il n'a affiché aucune émotion. Irréelle, cette annonce ne résonne ni comme un drame, ni comme une farce, laissant tout le personnel à sa stupéfaction. On l'entend déjà dévaler les escaliers 4 à 4. Ils ont bien entendu « Lady Anna est morte ». En tout cas, si c'est à l'arme blanche, c'est sûrement un arabe. Celle-là, évidemment, c'est Carmen qui l'a sortie. C'est sympa pour Sidi, qui est le seul maghrébin à des lieues à la ronde. Carmen, la plus joviale de tous, est dotée d'un visage agréable et d'une bonne nature, bâtie cependant sur une base de sottise. Elle semble satisfaite de son intervention. Descendant en ligne directe d'Épiméthée, elle réfléchit souvent après coup, beaucoup plus tard. Et si c'est une imbécile, ça risque fort d'être toi. Et vlan. Ça, c'est pour Carmen,
Elle ne l'entendra pas. Dominique n'a pas osé exprimer sa pensée. Les regards se tournent malgré tout vers elle, non pas accusateurs, mais pleins du désir d'éclairer cet étrange incident. Dominique n'a rien à dire. Elle croise le regard aigu de Jeanne Rive qui rappelle, sans la formuler, la prédiction du bol de thé. Pendant ce temps, Sidi, à bout d'humilité, tente de se subtiliser à l'existence, se rétractant au maximum derrière un mur invisible qu'il eût souhaité opaque. Dans sa sourde irritation, Dominique lui adresse un clin d'œil complice. Sidi est un brave garçon du genre discret, malingre et timide. Il est responsable de l'entretien des espaces verts et du parking. C'est lui que l'on appelle également s'il y a une ampoule à changer, un coup de pinceau à donner, une serrure à dégripper, un lavabo à déboucher, et j'en passe. Toutes ces charges reposent sur ses frêles épaules. Et voilà qu'en plus, aux yeux de certaines personnes, il ferait un coupable idéal. Tout au fond de sa modestie, Sidi feint de n'avoir rien entendu. Il boit sa dernière gorgée de thé et part, le regard bas, comme chaque matin, interroger Madame Allens sur la liste de ses tâches. Elle sera suffisamment longue, n'en doutons pas, pour l'occuper toute la journée. Il lui arrive, en plus de ses fonctions officielles, d'aider Dominique à sortir la terrasse ou à changer un baril de bière. Un coup de main ne se refuse pas. Non, elle ne laissera pas accuser Sidi. Elle pense même pouvoir mentir pour le soulager de ses accusations. Irait-elle jusqu'à prétendre avoir passé la nuit avec lui ? Peut-être pas. Dominique trouvera autre chose. Sidi peut compter sur elle. Le sait-il ? Il est maintenant l'heure pour elle de descendre ouvrir le bar, soulagée dans le fond de laisser là les deux chippies. Dominique sent, persistant, le regard froid de Jeanne peser sur elle. Cette histoire de chien ne peut pas sérieusement annoncer un crime de sang. D'ailleurs, y a-t-il eu du sang versé ? De quelle façon est morte Lady Anna ? S'il s'agit réellement d'un meurtre de mémoire d'homme, on n'a jamais vu cela ici. Des morts violentes, bien sûr, des suicides aussi, forcément, il y en a partout des désespérés en quête d'un monde meilleur. Mais un meurtre. Lady Anna, et de surcroît la veille de la fête locale. Ce repère, chaque année, ne manquera pas de raviver les mémoires. Qui sait si, d'ici quelques décennies, une légende n'hésitera pas à lier les deux événements. La mort de Lady Anna et la course à la verrouille. Laissons œuvrer les imaginations, le whisky et le temps. Dans l'enceinte du bar, la jeune fille est la reine des lieux. Elle connaît tous les habitués. Tous l'appellent par son prénom et la respectent. Elle se sent presque aimée à leur contact. Mais les choses semblent différentes aujourd'hui. Son esprit est ailleurs. Dominique ouvre le bow window afin d'évacuer l'odeur persistante du tabac froid. Au passage, elle branche la machine à sous. De retour derrière le zinc, elle tape son code sur la caisse enregistreuse. Boudeuse, elle enchaîne mécaniquement ses rituels. Lever de rideau, la journée peut commencer. Le Pouffin, pensionnaire de l'auberge, est le premier client. Comme à son habitude, le samedi, il joue quelques piécettes sur la machine à sous. Les jetons tombent bruyamment. Formidable ! Serait-ce le jour de chance du Pouffin ? Une voiture se fait entendre sur la route cahoteuse tout juste accessible qui aboutit pratiquement sur le parking de l'auberge. Plus loin, en remontant sur la droite après un petit pont de pierre, un chemin de terre permet aux véhicules tout-terrain et aux randonneurs d'accéder à la maison des Davidson, ou plus loin encore, au pont du Diable. La porte vitrée du bar s'ouvre à double battant sur Fernand Jones, le receveur des postes. « Bonjour Dominique, triste journée, hein ? Bonjour le Pouffin, que buvez-vous ? Whisky ? Merci. Le Pouffin a récupéré et a empoché ses jetons. Il s'avance, intrigué par la triste mine de M. Jones.
Le brave homme apprend tout juste la macabre nouvelle, il est lui aussi consterné et partage du fond du cœur le chagrin des deux amis, s'excusant presque d'avoir extériorisé sa joie en collectant ses gains. Dominique, perché sur sa chaise haute, juste au coin du comptoir, a avancé le whisky, l'eau de seltz et les glaçons. Curieuse, elle va enfin en savoir davantage. Le receveur des postes doit à coup sûr détenir de plus amples informations. Suspendue à ses lèvres, elle attend les détails qui pourraient éclairer cette sombre affaire. À cet instant, dans un nuage de poussière, 3 grosses voitures passent à vive allure, ignorant le parking de l'auberge. Monsieur Jones et le Pouffin s'approchent de la fenêtre laissée entr'ouverte par Dominique. Tout en bourrant sa pipe, le receveur apprend aux 2 autres ce qu'il connaît du drame. Lady Anna a été retrouvée morte ce matin par le facteur. Il lui apportait ses magazines. Elle gisait étendue sur le sol. Les gendarmes ont prétendu qu'elle s'était empoisonnée. Empoisonnée ? Répètent Dominique et le Pouffin à l'unisson. Ce détail disculpe Sidi. Dommage que Dominique vienne tout juste de l'apprendre. Si cette information lui avait été révélée une demi-heure plus tôt, elle aurait pu aisément clouer le bec nauséabond de Carmen. Dominique se prend à rêver d'un poison qui aurait le pouvoir de pétrifier sa victime, de la préserver du temps, un peu comme la quenouille de la Belle au bois dormant. La beauté de Lady Anna mériterait ce traitement privilégié. Imaginez une blonde aux yeux verts d'une beauté suprême, d'une classe et d'une gentillesse peu communes. Lente de débit, elle s'exprimait avec un accent particulier, qu'elle entretenait volontiers et venait s'ajouter à son charme. Enfin, on ne meurt pas comme ça, empoisonné, pas si jeune et comblé. Hier soir, Lady Anna faisait partie des derniers clients du Toupin. Assise au comptoir, après le départ de son mari, elle semblait rêveuse, mais nullement tracassée et encore moins menacée. Était-elle déjà atteinte par ce poison mortel ? Christopher, son mari, part souvent pour Paris, Londres ou d'autres destinations encore plus mystérieuses et lointaines. Lady Anna est restée. Accoudée au comptoir, elle observait Dominique avec intérêt et l'interrogea aimablement. « Parez-moi des fous, Dominique !» Dominique regrette maintenant de n'avoir rien trouvé pour la retenir. Soucieuse de ne pas attirer l'attention sur son passé afin de ne pas se trahir, elle se tait. Elle aurait cependant pu parler de ses rêves de bonheur peu à peu rabattus avec le temps, et de cette manière la retenir et la maintenir éveillée. Elle aurait dû s'inventer une existence fabuleuse dans un monde extraordinaire, juste pour quelques heures. Christopher, l'époux de la défunte, est un architecte décorateur très en vue. Il est sollicité pour des constructions et des rénovations de préfectures, d'ambassades ou pour l'aménagement de lieux publics ou privés de haut standing. Il est lui aussi tout à fait sympathique, très classe et d'une simplicité désarmante qui le rend tout à fait accessible. Il porte une fine moustache, ses cheveux clairs bien que raides doivent leur mouvement à une coupe négligée que l'on accorde volontiers aux artistes. Christopher, quand il est chez lui, c'est-à-dire dans son cottage plus haut, s'habille en gentleman farmer, décontracté mais irréprochable, pantalon velours, gros pull confortable, une écharpe enroulée au cou. Où est-il ? A-t-il été averti du drame ? Lady Anna ne suit pas forcément son mari, uniquement quand il s'agit d'inauguration de vernissage ou à l'occasion de dîners privés. Ils forment alors le couple le plus harmonieux du monde. La nature les a comblés tous les deux, l'argent et le bon goût se sont chargés du reste. Ils sont à l'aise partout et chacun se plaît en leur compagnie. Christopher vénérait son épouse. Il lui parlait à l'oreille pendant des heures. Il l'amusait, la distrayait, la soutenait. C'est d'ailleurs lui qui avait anobli de cette façon sa compagne, tant elle était fine, délicate et cultivée à la fois. Son nom de naissance,
que tous ignorent, étant de consonance slave, il se chuchote qu'elle aurait échappé de justesse à une arrestation en Roumanie quelques années auparavant. Dominique ne s'est jamais intéressée à cette histoire. Qu'importe les ragots. Elle-même ne se cache-t-elle pas derrière son prénom afin de dissimuler son nom de naissance ? Toujours est-il que quand ces deux-là apparaissaient, soudain le monde était plus beau et devenait meilleur. Ils sortaient du lot. Comme tous ici, Dominique les admirait. C'est ainsi que, comme par mimétisme, chacun avait pris l'habitude de se lever chaque fois qu'elle pénétrait ou quittait la pièce. On se taisait pour la laisser parler, on l'écoutait. Qu'elle ait été présente ou pas, on l'appelait Lady Anna. Nul n'aurait su la nommer autrement. Une lady semblable à une princesse de conte de fées. Plus vraie que vraie, ni pédante ni distante, une gentille personne, tout aussi jolie que discrète. Elle était aimée et respectée de tous, Lady Anna, jusqu'à ce matin où la terrible nouvelle vient bouleverser ce petit monde rural. Au fil des heures, le bar s'anime. La nouvelle se confirme et se propage maintenant à la vitesse d'un feu de broussailles, sans pour autant s'enrichir d'éléments nouveaux. Sur toutes les lèvres, il n'est plus question que de cela. Certains paraissent incrédules, les curieux interrogent, les imaginatifs supposent, les autres, comme assommés, assument le coup, perplexes. C'est le cas de la jeune femme. Elle est sonnée, étourdie, comme coincée dans un manège de folie. « Parez-moi des fous, Dominique !» Celle-ci n'a rien trouvé à raconter. Dominique s'en tient à sa version officielle, prétend être arrivée là presque accidentellement pour vivre une expérience professionnelle différente. Elle aurait prévu un séjour de quelques mois qui dure depuis plus de 2 années. Ici, tout le monde le sait, c'est sans intérêt. De son enfance, de sa famille, elle préfère ne pas parler. Il y aurait tant à dire. Elle n'a pas eu de chance de ce côté-là et s'en cache comme d'un vice de fabrication, une maladie honteuse qu'elle souhaite dissimuler. Ses amours, si elle connaissait elle-même sa position, peut-être aurait-elle accepté de développer le sujet. Son corps est souillé. Sans la moindre intention de chiffrer ses tendresses, elle ne sait se refuser et s'offre à la demande, pour payer son incapacité à exister, pour s'acquitter de l'attention qu'on lui porte ou d'un repas au restaurant. Elle se donne avec générosité dans l'espoir d'être aimée et retenue. Dominique quête ainsi l'amour, le véritable, sans appréhension, confiante et naïve. Non, elle n'a rien à dire sur elle-même, pas encore. Tout ce qui la concerne paraît bien fade comparé à l'existence dorée de Lady Anna. Comment cette dernière pouvait-elle s'intéresser sérieusement à une modeste serveuse de bar ? Peut-être feignait-elle de se préoccuper des autres afin d'éviter de se dévoiler elle-même. Se confortait-elle de cette manière de son propre statut social ? Aujourd'hui, Dominique ne se souvient pas de sa réponse apportée, ni de son désir d'y échapper par une dérobade quelconque. Le trou noir. La barmaid comprend tout de suite qu'il va falloir apprendre à vivre différemment. Elle se demande si tous les habitués ici présents réalisent la perte d'une telle compagnie. Lady Anna était l'élément valorisant de leur ensemble. Ils ignorent encore la nuance existante entre « je côtoie Lady Anna » et « j'ai connu Lady Anna ». Ils ne rencontreront plus jamais quelqu'un comme elle. Dominique craint qu'ils ne deviennent moches, ordinaires, irrespectueux. Non, décidément, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Pour l'instant, c'est bien naturel, elle est toujours présente là, vivant parmi eux. Son souvenir s'évanouira bientôt, elle perdra ses contours, puis son visage se confondra à la nuit. Dominique, quant à elle, se sait appauvrie, trahie, malheureuse et orpheline. Elle aimerait recevoir comme en héritage quelque chose de Lady Anna, un peu de sa grâce, de sa magie. Même s'il lui était donné de vivre 120 ans, elle n'aura jamais le 10e de la richesse de l'existence, même ainsi amputée, de Lady Anna.
Il faudrait que les morts puissent servir les intérêts de ceux qui restent, ceux qui n'ont pas terminé leur histoire, ceux qui se cherchent encore. Dominique prend alors la résolution de lui ressembler un peu. Non pas physiquement. Ce qu'elle souhaite, c'est lui voler un peu de sa personnalité, la ressusciter de cette manière à travers elle. Comme un hommage, donnant, donnant. Non, personne ne l'empêchera de fonctionner désormais avec le cœur et l'esprit de la défunte, avec l'amour et la douceur qui l'ont caractérisée. Dominique reverra longtemps Lady Anna jouant avec sa cerise dans son snowball, le regard vivement intéressé. « Parez-moi des fous, Dominique !» Comme une prière, ces paroles sonnent encore à ses oreilles et puis plus rien. Point final. Arrêt sur l'image. Certainement qu'à cet instant, un autre client aura eu besoin de ses services. La scène suivante, Lady Anna avait quitté sa place. Seul, son verre vide et son pic à cerise taché de son rouge à lèvres témoignaient encore de son passage. Dans quel état d'esprit était-elle en quittant cet endroit si hospitalier, cette annexe de son domicile? Était-elle seule alors? Suivie? Dans l'après-midi, 2 policiers en uniforme posèrent à Dominique quelques questions de routine auxquelles elle répondit par le négatif. Non, elle ne sait pas où est Christopher. Non, ils ne se sont pas disputés. Non, elle n'a pas vu sortir Lady Anna. Non, rien ne lui parut anormal. Non, elle ne sait rien de plus. Désolée. Il aura fallu toute la journée à Dominique pour digérer la disparition de Lady Anna, pour accepter tant bien que mal la macabre nouvelle, et voilà qu'elle apprend de la bouche des policiers qu'il s'agit sans nul doute d'un suicide. Cette information est aussi difficile à admettre que le décès en lui-même. Un peu comme si Lady Anna mourait une 2e fois. Dominique resta de marbre, supporta le choc de l'information sans faiblir. Décidément, elle ne comprend rien à cette chienne de vie. N'y a-t-il pas, dans ce bas monde, d'histoires simples? Devra-t-elle fuir à nouveau? Ce soir, seule dans sa chambrette, son visage pleure, sans larmes. Elle a peur. Comme prise d'une inquiétude sans cause, une angoisse abstraite l'envahit.